Destins extraordinaires. Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche. Avec la participation exceptionnelle de Guy, le grand frère de Daniel Balavoine. Dans la vie, il y a des gens qui passent et d'autres qui bousculent les codes. Daniel Balavoine fait partie de cela. Avec le témoignage inédit de son grand frère Guy, nous allons vous raconter son histoire. Daniel Balavoine n'était déjà pas un enfant facile. Mais c'était le petit dernier, alors on lui pardonnait pas mal de choses. Les politiques disaient qu'il aurait mieux fait de se concentrer sur sa musique, plutôt que de se mêler des grands débats publics. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Daniel Balavoine ne supportait aucune injustice. Sa voix si unique, il l'a utilisée aussi pour ça. Pas seulement pour chanter, mais pour crier et pour aimer. Il voulait que ses notes et ses mots soient utiles. Il voulait toucher le cœur de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Dans cette série de podcasts, vous allez entendre sa colère, ses combats, son amour, sa tendresse, sa conscience et peut-être aussi sa drôlerie. Épisode 1. Je me présente, je m'appelle Daniel. Daniel Balavoine est né en 1952 en Normandie, à Alençon. Guy avait alors 6 ans. Ils étaient 6 enfants. Marie-Françoise, Claire, Bernard, Yves, Guy et Daniel. En réalité, ils étaient même 7 enfants. Xavier est né 2 ans avant Daniel. Il est décédé d'une méningite foudroyante alors qu'il n'avait que 14 mois. Les parents de Daniel Balavoine lui ont donc donné Xavier comme deuxième prénom. Ça lui a toujours donné l'impression d'être l'enfant de remplacement. Leur père, Émile, était ingénieur en urbanisme. Leur mère, Elisabeth, était antiquaire. Les parents se sont séparés après 20 ans de vie commune. Daniel Balavoine n'avait que 5 ans. Il disait toujours que si ses parents étaient restés ensemble, il ne serait pas devenu qui il était. Il avait raison. Avec ses frères et sœurs, Daniel Balavoine grandit à Pau. Je partageais ma chambre avec Daniel. Guy Balavoine. Il y avait 4 chambres, mais nous dormions dans la même. C'est là qu'il s'est vraiment ouvert à la musique et au chant. Avec Yves, nous étions petits chanteurs à la Croix de Bois, et avec notre autre frère Bernard, nous chantions pour nous amuser à la maison. Notre mère était pianiste, notre tante était organiste, une vraie famille de mélomanes. Les frères de Daniel Balavoine avaient des formations de chanteurs classiques. Quant à Guy, il ne s'intéressait qu'à la musique sacrée et symphonique. C'est Daniel Balavoine, par exemple, qui lui a fait découvrir les Beatles et les Rolling Stones. D'ailleurs, Daniel voulait à tout prix chanter avec ses frères. Mais avec leurs 5 ans de différence, ils avaient tendance à considérer que ce petit dernier faisait n'importe quoi. Alors Daniel allait chanter tout seul. Il s'enfermait dans les toilettes pour chanter et taper sur des casseroles pour faire de la musique. Il trouvait que l'acoustique était meilleure dans cette pièce de la maison. Je pensais pas du tout faire de la musique. Mes frères chantaient ensemble souvent, mais moi ça me branchait pas trop en fait. J'écoutais la musique des autres, j'écoutais les Stones, je faisais partie du clan des durs, c'est-à-dire ceux qui disaient que les Stones étaient mieux que les Beatles, alors qu'en fait j'écoutais autant les Beatles une fois que j'étais chez moi. À cette époque, je ne voulais donc pas chanter avec lui, pourtant je savais déjà que sa carrière artistique était toute tracée. Et mes parents étaient très ouverts. Daniel pouvait faire de la musique son métier s'il en avait envie. La meilleure façon d'être aidé dans la vie, c'est de pas être empêché. Et mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, donc le problème n'aurait pas pu venir de ma maman, mais je vivais à cette époque-là avec mon père quand j'ai commencé à faire de la musique. Et mon père était plutôt content que je fasse ça, ça lui était égal, il disait simplement une chose, ou tu fais tes études et je te paye à bouffer, ou tu fais de la musique et tu te débrouilles, mais ça veut dire déjà que c'était plutôt bon signe. Les ambitions que j'avais, elles sont venues très tard, elles sont venues par l'ennui, c'est-à-dire que j'ai commencé chanteur de bal et tout au bout d'un moment je m'ennuyais d'être chanteur de bal, je faisais autre chose et ainsi de suite, et ça s'est passé comme je crois n'importe quelle personne qui rentre dans une vie active, professionnelle, et qui a envie d'avancer, non pas pour le plaisir de l'évolution à l'état pur, mais pour le plaisir de ne pas s'ennuyer en tout cas. Quand Guy Balavoine arrive à Paris, au tout début des années 70, il entame des études supérieures dans les relations publiques et le journalisme. Très vite, son petit frère Daniel le rejoint, avec pour objectif de percer dans la musique. Ensemble,
ils décident de devenir choristes. Ils ont la même tessiture de voix, très haute, 3 octaves et demie. On les prend d'ailleurs pour des filles dans les chœurs. Daniel s'est d'abord produit au Golf Drouot, au Gibus, avec un groupe totalement amateur et qui ne durera pas longtemps, les Shakes. À ce moment-là, Daniel fait tout pour se faire repérer et pour réussir. Même passer ses journées à coller des affiches. Bref, il s'investit à fond. C'est avec son groupe suivant, Présence, que son destin commence à s'éclaircir. Pour l'anecdote, si Daniel rejoint ce groupe, c'est parce qu'il castait un nouveau chanteur. Mon frère passe les auditions et se retrouve en lice face à un autre jeune débutant qui deviendra lui aussi très célèbre, Laurent Voulzy. Au final, c'est Daniel qui a été choisi pour son côté beaucoup plus rock. En 1972, le groupe Présence signe donc un contrat avec la maison de disques Vogue. Et j'ai toujours rêvé de faire des groupes. J'ai commencé par ça en 70, 71, 72 et 73. Et en fait, j'ai arrêté de faire des groupes parce qu'en France, ça marchait pas à l'époque. Le groupe enregistre un premier 45 tours avec 2 titres dont Le jour s'est levé, mais c'est un flop. Le groupe Présence, ça vous dit quelque chose? Oh là. Un 45 tours chez Barclay, 274 disques vendus. Ouais, c'était chez Vogue. Mes fiches sont à jour. C'était chez Vogue. Pardon, monsieur Barclay. C'était le groupe Présence. C'était le groupe Présence, oui. On n'a pas fait vraiment un carton. Et vous manquiez de présence un peu, là? Faut croire, ouais. Comme son groupe a fait un flop, Daniel tente aussi une percée en solo. Mais ce nouveau titre, Viens vite, est un nouvel échec. Vous l'entendez, on est bien loin du style de Daniel, que l'on connaît, même si, bien sûr, sa voix est déjà là. Évidemment, Daniel était déjà un jeune homme rempli de principes et surtout de convictions. En quittant Vogue, il décide que plus jamais un directeur artistique ne décidera ce qu'il chantera. Mais en attendant, puisqu'il faut gagner sa vie, on se met à chanter ensemble et Daniel devient choriste avec moi. Daniel et Guy Balavoine chantent aussi bien pour des groupes de musique que pour des pubs. Daniel comprend très vite que pour réussir, il faut gravir les échelons un à un. En 1973, Guy travaille au service de presse d'un ministère. Au même moment, il participe avec Daniel à la comédie musicale La Révolution française en tant que choriste. Sur cette comédie musicale, nous faisons quelques belles rencontres. Danny, qui vient de tourner pour François Truffaut dans La Nuit américaine, mais aussi 2 jeunes chanteurs de notre génération qui tentent également de se faire un nom, Alain Bachung et Hervé Christiani. Grâce à tous ces petits rôles que nous avons pu interpréter, nous avons énormément appris, comme être à l'aise sur scène par exemple. C'est à cette époque que les 2 frères apprennent qu'un chanteur dans le vent, Patrick Juvet, recherche des choristes pour son Olympia. Ils sont engagés. Mais Patrick Juvet a besoin de gens qui puissent l'accompagner en tournée. Comme Guy Balavoine travaille à côté, c'est impossible. Alors Daniel part seul. Il rejoint son équipe lors de sa tournée en 1974. Mais Daniel reste dans l'ombre de Patrick Juvet, même si celui-ci est très impressionné par les capacités vocales de mon frère.
La même année, il écrit et compose 3 chansons pour son nouvel album, Chrysalide. Celui-ci lui proposera même de chanter l'un d'eux, Couleur d'automne. C'est comme ça que Daniel Balavoine rencontre Eddie Barclay. Il n'était pas du tout au courant que c'était lui qui allait interpréter ce titre Couleur d'automne. Lorsqu'il entend sa voix, il lui propose de signer un contrat dans la foulée. Au culot, Daniel lui explique qu'il veut créer 3 albums et avoir la liberté de choisir ce qu'il chante ainsi que ses musiciens. Étonnamment, Eddie Barclay accepte. Son premier disque, un 33 tours intitulé « De vous à elle en passant par moi » sort en 1975. C'est malheureusement un échec, un de plus. D'ailleurs, Daniel Balavoine lui-même n'aimait pas cette chanson. Peu importe, il a toujours autant de volonté et d'idées. Comme celle de créer un groupe avec son frère Guy. Un groupe qui ressemblerait aux Beach Boys ou aux Bee Gees. On l'a appelé Mélodie et ça. Mélodie, c'est le prénom de ma fille. Le 10 novembre 1976, à 16h45 précise, nous faisons notre première télé ensemble dans l'émission Jeunesse de TF1, Les Visiteurs du mercredi, pour chanter le titre Sally. Le problème, c'est que notre maison de disques Barclay n'y croyait pas. Si les titres des 2 frères Balavoine sont diffusés en radio, notamment sur Europe 1, leurs 45 tours restent quasiment introuvables dans les bacs des disquaires. Mais Daniel Balavoine est lancé. Et il ne compte pas s'arrêter là. Alors qu'il accompagne sa petite amie de l'époque, Catherine Ferry, arrivée 2e au concours de l'Eurovision en 1976, qui donne une série de concerts en Pologne, il a une nouvelle idée. Ce voyage lui inspire un album concept qui raconte l'histoire de 2 frères séparés par le mur de Berlin. 19 ans plus tard, descendant rue Bernauer, Simon se pressait pour retrouver son grand frère. 19 ans plus tard, c'était le 13 août, l'année 61, jour où fut construit le rideau de Berlin. Ce disque audacieux s'appelle Les aventures de Simon et Gunther. L'année dernière, j'avais fait un album sur le mur de Berlin, une histoire de 2 frères, etc. Un disque que je le disais au début de l'émission aussi avait coûté très très cher et qu'on était loin d'avoir amorti. Et lorsque j'avais terminé ce disque, il y avait un grand orchestre avec 50 musiciens, avec tout, j'avais beaucoup travaillé. Et puis mon directeur artistique est arrivé, Léo Missire, il est rentré dans le studio et il venait très rarement finalement. C'était plus un conseiller qu'un directeur artistique. Et il arrive, il s'assied et on lui envoie tout l'album. Comme c'était une histoire, il était obligé de se le faire d'un bout à l'autre. Il n'avait pas le choix. Et il s'assied dans le fauteuil et il écoute l'album. C'était très sérieux, c'était une histoire très triste. Donc 2 frères séparés par le mur de Berlin, etc. Et dont l'un mourait. Et à la fin du disque, il avait un grand sourire. Je dis bon ben ça va, ça a coûté très cher, mais enfin, je crois qu'il m'en veut pas trop. Et il me regarde, il me fait vraiment, c'est très bien, ça ne ressemble à rien. Je vous rappelle que nous sommes alors au beau milieu des années 70. Et ce qui marche surtout à cette époque, c'est la disco. Et au milieu des boules à facettes,
Le nouveau disque de Daniel Balavoine ressemble à un ovni. Le mur de Berlin n'est même pas encore tombé. Et politiquement, à un moment où la France tente de se rapprocher de l'URSS, cet album fait tâche. Les ventes restent faibles. Eddie Barclay commence à s'impatienter. Il a déjà dépensé beaucoup trop d'argent pour produire les 2 premiers albums, qui sont des échecs. Il demande donc à Daniel de concevoir quelque chose de plus commercial. Ce à quoi mon frère lui répond, avec son culot légendaire, « Je fais ce que je peux, mais surtout, je fais ce que je veux. » Eddie lui a rétorqué, « Petit con, le jour où tu réussiras, je te taille une pipe. » En 1980, après un concert que donne Daniel à l'Olympia, son succès est unanime. Devant une foule ahurie, Eddie Barclay tient à le féliciter. Je vous décris la scène telle qu'elle s'est passée précisément. Mon frère était en peignoir, nu, a ouvert la porte de sa loge et a dit à Eddie Barclay, en ouvrant son peignoir, « Eddie, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit ? Eh bien, vous pouvez y aller maintenant. » Vexé, Eddie Barclay a aussitôt quitté les lieux. Reprenons le fil de notre histoire. Nous sommes à l'époque où Daniel Balavoine doit préparer ce 3e album qui s'avère être décisif. C'est donc avec une certaine pression qu'il prépare son nouveau disque. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Pour les anciennes de l'école, devenir une idole, je veux que toutes les nuits, essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari dans leurs rêves maudits. La chanson Le Chanteur, qui donne son nom à l'album, devient immédiatement un tube. Pourtant, personne n'y croyait. Chez Barclay comme ailleurs. D'ailleurs, Daniel l'a écrite en dernier, en 1 heure top chrono. Il y avait un truc qui était marrant, il nous avait envoyé au resto et il avait dit « il faut que je finisse ». On avait tout enregistré autrement. Elle est au départ perçue comme trop triste, trop différente, trop vraie peut-être. Cette chanson est pourtant singulière. Si ici, son personnage s'appelle Henri, c'est bien le parcours, les peurs et les rêves de Daniel qu'elle raconte. Bah c'est un peu étonnant, je veux dire que ça a quand même été une surprise, c'est-à-dire qu'on s'arrange maintenant. D'abord, on était quand même dans une situation qui finalement n'était pas tout à fait drôle, c'est qu'il fallait quand même que ça marche, parce que le premier album avait coûté un prix raisonnable, le deuxième avait coûté un prix très démesuré par rapport aux ventes qu'on a. C'est-à-dire qu'on cherche encore celui qui l'a acheté, quoi. Et on peut lui dire qu'il gagnera le suivant si jamais on le retrouve, s'il peut se dénoncer. Mais donc on était presque contraints à ce que celui-là marche, sauf que il n'en avait pas besoin d'en vendre autant. C'est-à-dire qu'on en a vendu trop, il faut absolument que les gens s'arrêtent de l'acheter. Parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire pour le suivant, parce que effectivement, il va falloir. C'est au suivant que je pense. Je me rends pas bien compte du succès tel qu'il se passe. C'est-à-dire que je le ressens pas comme un vedettariat. Je le ressens comme la possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, dans la bonne humeur. Donc ça m'enlève un souci énorme. Bon, évidemment, ça règle pas mal de problèmes financiers aussi. Ça en donne aussi quelques-uns d'ailleurs. Ah bon ? Oui, parce qu'on ne peut plus se cacher là. On est dénoncé d'avance quand on commence à vendre beaucoup de disques. Oui. Les percepteurs sont au courant. Oh oui. Et oui. Mais enfin, je vais pas me plaindre de ça. Ça serait quand même malvenu. Ouais. Mais disons que mon souci, c'est quand même le disque suivant. Alors le succès que j'ai, je trouve ça marrant. Ça entraîne des situations assez comiques. Surtout que c'est à un stade où les gens ne sont pas encore vraiment sûrs que c'est bien moi. Alors quand je me balade quelque part, c'est pas comme quand Sardou ou Belmondo ou dans n'importe quelle carrière que ce soit, les gens se retournent et disent tiens c'est Belmondo, c'est Sardou, ils regardent, ils font le tour, ils disent ils se parlent entre eux à l'oreille, est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est pas lui? Alors on entend les gens faire mais non, t'es stupide, c'est pas lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là, il a rien à faire ici. C'est assez marrant de voir les gens
chuchoter. C'est pas déplaisant en plus. Donc pour moi, c'est ça que ça représente. Ça représente quelques situations bizarres où effectivement, des gens qui m'auraient même pas adressé la parole il y a 5-6 mois maintenant me trouvent absolument agréable et remarquable et formidable. Ou des jeunes filles à qui je n'aurais sûrement pas fait tourner la tête il y a 1 an, maintenant me trouvent beau. Je veux dire, alors que je suis exactement le même pire puisque j'ai grossi. Le chanteur se vend à plus de 500 000 exemplaires et se classe en tête du hit parade en janvier 1979. Si le public l'adopte, c'est parce qu'il est touché par les paroles de Daniel Balavoine. Il chante ce que tout le monde pense, mais ne dit pas. Il y a des gens qui croient que, par exemple, avec le chanteur, je suis arrivé en 78, jeune, c'est bien encore à nouveau, on va voir combien de temps ça va durer. En fait, ça faisait déjà 6-7 ans, même si ce n'est 8, que ça ramait. Et c'était l'album du chanteur était le 3e album. Je me souviens ça faisait beaucoup de boulot. En un tube, Daniel Balavoine devient la voix de la jeune génération, celle qui doute. Ce qui fait sa force, c'est qu'il était le même homme dans la vie que sur scène. C'est ce que disent d'ailleurs ses musiciens Alain Pesner et Patrick Bourgoin. C'est quelqu'un qui se déguisait pas. D'ailleurs, ça s'entend, tu vois, dans l'interprétation, ce qu'il écrivait et la façon dont il l'interprétait. Il y a bon nombre d'artistes avec lesquels on a pu jouer, qu'on a côtoyé et qu'on le côté, dès qu'il y a une caméra, un micro, ça y est, ces personnages sont radicalement différentes. Alors que Daniel, lui, il était, du matin, Ville, sur scène comme à la ville. Au petit déjeuner ou le soir sur scène, c'était pareil. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'exactement au même moment, Daniel obtient un succès fulgurant pour Starmania. Dans cet opéra rock, écrit, conçu et composé par Michel Berger et Luc Plamondon, Daniel joue le rôle de Johnny Roquefort. Mais ça, nous allons vous le raconter avec Guy Balavoine dans le prochain épisode. Destins extraordinaires. Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche. Avec la participation exceptionnelle de Guy, le grand frère de Daniel Balavoine. Épisode 2. Johnny Roquefort. Johnny Roquefort. L'année 1978 est celle qui propulse Daniel Balavoine sur le devant de la scène. Son tube, Le Chanteur, le fait basculer du statut d'artiste quasi méconnu à celui de vedette en devenir. Bien entendu, ça rassure Eddie Barclay et sa maison de disques qui lui renouvelle son contrat. Mais ça, on en parlera plus tard. 1978, c'est aussi l'année où Daniel Balavoine intègre le casting de l'opéra rock qui va, lui aussi, bouleverser toute une génération, Starmania. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus esclave de la nature. Laissons le passé nostalgique, vivons l'aventure du futur. Laissez-moi vous rappeler le concept de cette comédie musicale imaginée et composée par Michel Berger et Luc Plamondon. Starmania se déroule dans un futur proche. Dans une mégapole imaginaire appelée Monopolis, dominée par la télévision, la célébrité et la peur. Ce spectacle raconte la chute d'un monde, sur fond de désespoir et de révolte. Cette révolte, c'est celle d'une jeunesse sans repère. Starmania, c'est un opéra, monsieur. Non, c'est opéra rock, c'est mieux, ça fait moins déjà. Tu crois? Ouais. Puis c'est une histoire d'opéra avec des drames, il meurt, enfin c'est épouvantable. Michel, lui, il voulait faire l'histoire de Patricia Hearst. Le père de Patricia a fait appel au ravisseur de sa fille et leur a promis le pardon. Ça se passait aux États-Unis, moi j'avais pas envie de faire une histoire qui se passait aux États-Unis puisqu'on écrivait un opéra rock en français. J'aurais voulu être un arpé. Action. Grégoire Collard, qui est l'attaché de presse du spectacle en 1979, raconte comment le choix de Michel Berger s'est porté sur Daniel Balavoine pour interpréter le rôle de Johnny Roquefort. J'étais chez Michel Berger et France Gall, je regardais la télévision dans le salon et soudain je vois sur l'écran de télévision un garçon avec des cheveux bruns un peu longs qui se met à chanter une chanson qui s'appelle Lady Marlène. Lady Marlène, toi tu t'endors de l'autre côté. Et là,
je trouve ça extraordinaire et j'appelle Michel et France qui étaient dans la pièce d'à côté et qui viennent et qui sont ébahis par la voix, le talent de ce garçon. Et Michel dit, pour Starmania que je suis en train d'écrire, peut-être qu'il serait pas mal. Bon, il est un peu potelé pour un malfaiteur, un voleur et tout ça, pour incarner un voyou qui a fait des méfaits. Guy Balavoine, le frère de Daniel, explique sa décision de rejoindre le casting. Daniel avait juré qu'il ne referait plus de comédie musicale. Mais peut-être est-ce une étape nécessaire s'il veut faire avancer sa carrière d'un cran supplémentaire. Il voulait bien rencontrer Michel Berger et France Gall et il s'était jamais vraiment rencontré. Mais il se connaissait quand même. Il arrive et tout ça et il est un peu en retrait. Daniel Balavoine, il dit pas grand-chose, il est un peu intimidé aussi. Et puis Michel lui explique que il écrit une comédie musicale sur l'enlèvement d'une jeune femme, de la fille d'un magnat de la presse aux États-Unis, et qui est devenue elle-même, donc elle a fait partie du gang pour enlever et tuer des gens. Et Michel Berger dit, c'est un peu comme en Europe, la fameuse bande à Bader, qui, pareil, enlevait des gens, des enfants de gens très, très riches. Daniel Balavoine sort de sa poche un livre sur la bande à Bader. Donc ça ne s'invente pas, parce qu'il ne savait pas qu'on allait lui parler de ça. Et c'est comme ça que le premier rendez-vous a été extraordinaire et qu'ils ont commencé à travailler ensemble et que finalement, l'histoire a eu lieu. Quand Michel Berger lui propose d'interpréter le rôle de Johnny Roquefort, leader charismatique des Étoiles Noires, ce groupe de jeunes rebelles qui défient le pouvoir en place à Monopolis, mon frère accepte immédiatement. Pourtant, les producteurs du spectacle, eux, rêvaient de voir Johnny Hallyday ou Julien Clerc dans le premier rôle. Mais Michel Berger n'a jamais démordu que ce soit mon frère. Pour être même très précis, Michel Berger l'avait appelé en 1977, soit 2 ans avant la sortie du spectacle, en lui précisant « Je vous rappelle au moment de la sortie du disque ». Il faut bien rappeler que pour donner envie d'assister au spectacle, la production a choisi de sortir en premier le disque avec toutes les chansons. Un jour, Berger m'a téléphoné et il m'a dit « Écoute Luc, j'ai vu un gars qui chantait chez Drucker, il y avait l'émission du dimanche après-midi à ce moment-là. Il a la voix que j'aurais voulu avoir et vraiment, je crois que c'est le Johnny Roquefort idéal. » Il chante bien le mec, hein. Il chante bien, hein. Ouais, c'est Balavoine, il chante formidablement. Mais pour croire que c'est un loupard, il faut vraiment jamais en avoir vu. Hein. Oui, mais il faut le voir lui. Ah oui. Mais de toute manière, les loupards, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus les types avec les vestons de cuir et tout. C'est plus West Side Story. Ça a changé quand même. Ah oui. Nous, mais oui. Enfin, c'est marrant, mais pas dans ma banlieue. Ah bon? Non. T'es sûr qu'ils se maquillent pas ni rien? Dans ma banlieue, non, c'est pas des... Non. Enfin, écoute. Si. Jean-Jean qui sort dans les bistrots de nuit. Ah ouais, on envoie des maquillés avec lame de rasoir dans la poche et on a... Oh. Ah oui, monsieur. C'est pour amuser leurs camarades, non? Ah, mais ils se font bien la gueule, comme on dit, ouais. Ah, j'ignorais, moi. Ah. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits-enfants à Orange Mécanique, en fait. Ouais, exactement. Alors ça aurait pu être le titre du spectacle. Ouais. Les enfants d'Orange Mécanique. Ouais, absolument. Ah d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Dans le casting du spectacle se mélangent chanteurs et comédiens français et québécois. France Gall, Nanette Workman, Fabienne Thibault, Diane Dufresne, pour ne citer qu'elle. Faut bien le dire, et je le dis pas à regret ni avec mauvais esprit, il y avait un clan québécois et un clan français. Du côté québécois, ça disait, bon, les Français, ils chantent tous comme Julien Clerc ou Paul Naref, ils ont pas de personnalité. Du côté français, ça donnait un peu, les Québécois, ils chantent tous finalement pareil aussi, on dirait tous Gilles Vigneault. C'était un peu de ce niveau-là. Bon, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'admiration pour certains et pour certaines, ne serait-ce que sur le plan professionnel, ce qui est le cas finalement de tous les artistes qu'il y avait, enfin, vu de mon côté. Je parle pas de goût personnel, je parle simplement d'apprécier la façon dont les gens font leur métier, ce qui était le cas de Nanette Workman et de Fabienne Thibault. J'allais oublier Diane Dufresne. Et Diane Dufresne. Diane Dufresne, non, c'est un cas à part, c'est pas pareil. Elle fait son métier à sa manière, finalement, puisqu'elle en a une, c'est déjà pas mal. Mais enfin, disons que c'est une manière, moi, qui me convient pas tout à fait, ce qui l'empêche pas de bien chanter, d'avoir une voix extraordinaire. Grâce à Starmania, Daniel Balavoine a noué des liens uniques aussi bien avec France Gall qu'avec Michel Berger.
France Gall disait de lui « Daniel est l'homme qui m'a fait le plus rire dans ma vie ». C'est pour moi d'ailleurs la morale essentielle de ce spectacle, c'est d'avoir rencontré Michel Berger, France Gall, et de m'être fait des amis de ce niveau-là. Il était très protecteur avec France Gall. Le show allait passer au Palais des Congrès pendant un mois quand même. Hein. Ils ont rempli 100 000 personnes en un mois. Ça. Et donc, il protégeait France Gall. Il avait beaucoup d'amitié assez rapidement avec France Gall et Michel Berger, mais France Gall n'était pas forcément bien accepté par les autres interprètes, et donc il la protégeait. Il a eu beaucoup d'affection pour France et beaucoup d'amitié avec Michel. France a entraîné des situations où notamment le soir de la dernière, elle a voulu me faire rire parce que c'était le soir de la dernière. Elle m'a donné un grand coup de poing à la place d'une caresse qui n'était pas du tout prévue dans la mise en scène. Et moi, j'ai pas bronché, bien que le coup de poing, malgré sa petite nature, a été assez violent. Et au fur et à mesure qu'elle chantait, elle a commencé à rire. Et ce qui fait que le duo d'amour s'est transformé en une vaste rigolade. Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis né dans la banlieue nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Mais Johnny Roquefort, ce n'est pas seulement un rôle de révolté. C'est aussi celui d'un homme perdu, qui cherche un sens à sa vie, qui rêve d'amour, de vérité, de liberté, dans un monde qui ne lui en offre plus. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Johnny Roquefort, c'est Daniel. Mesdames, messieurs, j'ai devant moi ce soir Johnny Roquefort, le chef des étoiles noires, qui pour des raisons évidentes ne nous montrera pas son vrai visage. Il est l'incarnation d'une jeunesse en colère, prise entre son besoin de renverser le monde et son désir d'être aimé. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Sur scène, Daniel électrise la salle. Son énergie, son regard, sa voix, tout est vrai. Starmania, c'est un décor froid et métallique dans lequel il faut retrouver de la chaleur humaine. La version montée par Tom Hogan, C'était assez fly. Grand metteur en scène américain qui avait monté Hair sur Broadway et Jesus Christ Superstar. Donc, il avait monté très dessin animé aussi, très bande dessinée, avec des costumes futuristes. Balavoine, il avait un costume. Nanette avait des bottes immenses. Grosse étoile noire sur le front. Pour autant, le spectacle est vivant. Il a un côté presque prophétique. Il porte un message qui parle à tous et qui est toujours d'actualité. Celui d'un monde qui perd pied et d'une jeunesse que l'on n'écoute pas. C'était pas évident, Starmania, c'était pas gagné. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à souligner la présence d'Europe depuis le tout début, depuis la création. Et c'était pas évident. Ça a été monté grâce à Europe, parce que si on n'avait pas eu le soutien d'Europe, le producteur ne produisait pas Starmania au Palais des Congrès. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut.
6 avril 1979, aux alentours de 21h, le Palais des Congrès de Paris est plein à craquer pour la première du spectacle. Sous la voix de Daniel, Johnny Roquefort devient une figure universelle, celle d'un homme qui crie son SOS dans un monde qui ne l'entend plus. Michel Berger m'a dit qu'il manque une grande chanson pour Daniel. Ben, j'ai dit, moi ça tombe bien, je trouve que pour Johnny Roquefort, oui, effectivement, il manque un grand air. Donc j'ai écrit le texte du SOS et Michel a fait la musique pour la voix de Balavoine. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Chaque soir, pendant un mois, Daniel donne tout ce qu'il a. Ce rôle sur mesure, ce n'est pas seulement un jeu. Dans cette chanson, tout Daniel est là, l'amour, la rage, la foi. Après Starmania, plus rien n'est pareil. Grâce au chanteur, Daniel Balavoine était déjà une star. Mais il devient désormais une voix qui compte. Cette certitude sera sa feuille de route lors des années suivantes. Mais ça, nous allons vous le raconter avec Guy Balavoine dans le prochain épisode. Destins extraordinaires. Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche. Avec la participation exceptionnelle de Guy, le grand frère de Daniel Balavoine. Épisode 3, la gloire et la rage. Après le succès du chanteur et de Starmania, plus rien n'est pareil. Guy Balavoine l'explique. Mon frère Daniel est passé de l'ombre à la lumière. Et cette lumière, il veut s'en servir à bon escient. Oui, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que ça ressemble à un départ fulgurant alors que ça fait quand même 10 ans que ça traîne. 10 ans déjà? Oui, ça fait 10 ans. Oui, là, maintenant j'ai 27 ans, donc ça fait 10 ans que ça a commencé, la rigolade. Donc Ouais. il faut peut-être avoir une préparation de 10 ans pour commencer à pouvoir s'implanter dans ce métier? Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire en tout cas, il y a souvent une chose qui arrive, c'est ceux qui réussissent très très rapidement ne réussissent pas toujours longtemps. Alors j'espère que le fait que j'ai mis une dizaine d'années à avancer fera que ça durera au moins une bonne dizaine d'années. Déjà, si ça dure 10 ans, ça sera pas désagréable. Je suis stupéfait d'apprendre ça. Bon, je sais, on vous a déjà vu, on vous a déjà entendu, il y a déjà eu un certain nombre de disques. Bon, je savais que l'éclosion n'a pas eu lieu il y a 3 mois, mais 10 ans, ça me paraît beaucoup. Enfin, peu importe. Non, mais 10 ans, c'est pas si long que ça, parce qu'en fait, en plus, c'est pas des années où j'ai beaucoup souffert, finalement. Je peux pas dire que je suis le chanteur traditionnel qui a mangé de la vache enragée ou des choses comme ça. Ça s'est en fait plutôt toujours bien passé. En ce tout début des années 80, Daniel choisit d'utiliser sa voix, c'est le cas de le dire, pour mener ses combats et défendre ses idées. Daniel Balavoine publie l'album Un autre monde, dont plusieurs des chansons deviendront des incontournables de son répertoire. Ne m'apprends rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi, et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. C'est dans cette chanson que l'on trouve cette formule devenue célèbre. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Daniel n'a pourtant jamais appartenu à un mouvement politique. Même si c'est vrai que petit, il voulait en faire son métier. Ses idées venaient du cœur et il avait le courage de les affirmer haut et fort. On a voulu le faire passer pour un gauchiste, un rebelle, un porte-parole. Mais il n'était surtout pas militant. J'ai tout le contraire d'un militant. Je veux dire que une des luttes personnelles que je mène contre moi, c'est de me laisser embrigader. J'ai eu le problème de l'embrigadement en mai 81. Je n'attaque pas du tout les socialistes parce que c'est pas mon propos. Ça ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'à un moment, comme je participais un petit peu à cette campagne qu'il y a eu, j'ai chanté dans des concerts de François Mitterrand, dans des concerts de François Mitterrand. Le lapsus est significatif, mais de la militer, je ne peux pas.
Ce qui le révoltait plus que tout, c'est l'injustice, et ce, depuis qu'il était enfant. Je crois que les gens sont faits comme ils sont et que c'est pas un exploit que je sois comme ça. Je dis souvent, par exemple, que les moments où je parle le plus fort sont pas les moments où je suis le plus courageux, c'est les moments souvent où j'ai le plus peur et où je suis le plus sur la défensive. Et je crois d'ailleurs que les gens qui veulent souvent faire taire d'autres gens ont tort de vouloir les faire taire en les impressionnant, parce que je crois que souvent les gens qui parlent fort sont les gens qui ont peur. Je crois que j'ai souvent une réaction primaire à tout et que par peur je suis sur la défensive et à ce moment-là j'attaque un peu, des fois dans le désordre d'ailleurs, pas toujours avec les termes les mieux choisis. Je ne regrette jamais ce que j'ai dit, je regrette des fois la façon dont je m'exprime. Je crois que le reste c'est une préoccupation naturelle, j'ai pas à me vanter de ça, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de mode d'emploi. Je crois que simplement les privilèges que j'ai eus, contrairement peut-être à certains autres gens, les privilèges que j'ai eus, que j'ai encore, m'ont peut-être facilité la tâche et le fait d'avoir la possibilité d'exprimer ce qu'on ressent permet de regarder mieux tout ce qu'on peut percevoir. Je sais qu'effectivement maintenant, depuis quelques années, depuis que ça marche, si quelque chose me gêne, je peux l'écrire dans des chansons et des gens l'entendront. Pas pour faire passer un message, mais le sauront. Et puis si je suis invité à des émissions comme celle-ci, je peux exprimer ça plus ou moins bien, de manière plus ou moins juste, mais en tout cas, ça a un avantage sur peut-être plein d'autres discours et c'est le seul honneur que j'essaie de tirer pour moi, c'est celui de l'honnêteté, de la sincérité, et il y en a peut-être pas beaucoup qui peuvent se vanter. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, oh, oh, je vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Les succès s'enchaînent. Après La vie ne m'apprend rien, c'est Mon fils, ma bataille qui devient un hymne. Des pères, des mères, des enfants se reconnaissent dans le texte. Mais derrière cette colère affirmée, il y a surtout de la tendresse et de l'amour. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Chanson mythique de Daniel Balavoine, Je suis pas un héros. Alors il l'avait écrite au départ pour Johnny Hallyday et qu'il a chanté en 1980 sur l'album À partir de maintenant. C'était ça la version. C'est pas mal, mais alors je crois qu'il était un peu frustré que ça devienne pas un tube, hein, votre frère, hein, Guy Balavoine. C'est-à-dire qu'on a entendu comment il avait orchestré les arrangements et Daniel, il a dit c'est pas bien. Et finalement, il a fait demander à Hallyday de pouvoir l'enregistrer lui. Et moi, je trouve la version de Daniel meilleure. Et pourtant, le 19 mars 1980, Daniel Balavoine est invité à parler de la jeunesse sur le plateau d'Antenne 2 Midi. Face à lui, un François Mitterrand en pleine campagne pour la prochaine élection présidentielle. Généralement, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Personne ne s'y attend, mais cette image va marquer des générations entières. Un chanteur qui ose interpeller en direct un homme politique à la télévision, c'est inédit. Il y avait effectivement, Michel Berger, tout le caractère de Daniel Balavoine dans cette interpellation surprise du candidat François Mitterrand, de l'homme politique François Mitterrand en 1980, il y a 5 ans. C'était pas quelque chose auquel il avait pensé avant. C'est vraiment une colère subie. C'est un sanguin finalement, Daniel. Et là, il n'a pas supporté, quoi. On l'a fait attendre, il pouvait pas parler. Il avait vraiment des choses à dire. Et il en avait gros sur le cœur. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs quelqu'un qui en avait gros sur le cœur, Daniel. Et c'est tout ce qui est formidable dans ce qu'il a fait. Ça part de là. Il en avait gros sur le cœur de voir les choses qui sont
monstrueuse à travers le monde, de voir que les jeunes sont complètement écrasés, angoissés, et il avait envie de faire quelque chose, et de chanter, c'est déjà faire quelque chose. Daniel Balavoine n'aimait pas les étiquettes, et encore moins celles qui voudraient le cataloguer comme chanteur politique. Mais ce jour-là, il incarne une conscience collective. Et pourtant il veut vivre ou survivre, sans poème, sans blesser tous ceux qu'il aime. Être heureux, malheureux, vivre seul ou même à deux. Vivre ou survivre devient son nouveau manifeste. Comme d'habitude, il oppose aux difficultés de la vie son optimisme rageur. En cet hiver 1981, quelque chose change dans sa façon d'envisager la musique. Il ne veut pas seulement chanter, il veut créer la musique. C'est beau, non? Ça, c'est évidemment, la machine bat la mesure. Hein. Voilà, on voit les notes de train qui ont été jouées, là. C'était l'apparition des premiers sons de synthétiseurs venus d'outre-Atlantique, qui étaient pas faciles à reproduire quand on n'avait pas les bons synthétiseurs. Mais en fait, on s'en sortait et puis on arrivait sur scène à refaire. Il avait acheté une machine assez innovante à l'époque, qui était utilisée d'abord chez Peter Gabriel, je crois, qui s'appelle un Fairlight. Et à partir de là, c'est parti en vrille. Je cherche d'abord les sons qui me viennent à l'idée, et puis en cherchant tous ces sons, souvent je tombe sur des sons que je n'avais pas pensé mais qui me servent. L'exemple est là, par exemple, c'est un sifflement de train. À l'origine, c'est un vrai sifflement de train que j'ai modifié, sur lequel j'ai mis un vibrato, voilà, qu'on entend là. Et ça devient un instrument bizarre qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Cette machine, elle enregistrait, c'était un sampler, quoi. Et après, tu pouvais modifier le son dans la machine, ou pas. Il y avait une banque de sons, et Daniel, il était vachement sensible à ce que pouvait produire un son sur sa vision des choses. Donc il composait beaucoup avec des synthés et des chansons, hein. Tu vois, ça l'inspirait, quoi, voilà. Donc c'est juste pour donner un aspect plus bizarre, de faire des climats plus chauds, plus étranges, enfin plus attirants, je sais pas si j'ai raison, moi je sais que j'aime faire ça parce que c'est moins traditionnaliste et puis c'est plus passionnant. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Que l'amour est triste depuis que le monde existe. Je dis que l'amour est triste, mais Dieu que l'amour est triste. Oh que l'amour est triste. Oh oh. Alors celui-ci s'appelle Vendeur de larmes. Oui. Ça veut dire, là. Ça veut dire que c'est pas un secret au moins. Ça par contre, il y a rien à creuser, il y a rien à chercher, c'est du direct. Oui. C'est le titre, tout est dans le titre. Oui, on joue avec les sentiments alors cette fois. On fait comme tous les artistes. Il n'y a pas de raison qu'on se gêne. Et puis c'est tout. On va pas faire de la théorie sur le métier et de la philosophie sur le métier de chanteur. C'est une forme d'exhibitionnisme et de prostitution des sentiments dont on n'a plus à rougir. C'est comme ça et puis c'est tout. Oui, mais enfin il y a une façon de les vendre, je entre guillemets, les sentiments. Bien entendu. Bien. C'est-à-dire qu'il y en a. Voilà, c'est ça. C'est la manière de le faire qui compte surtout. C'est ça. Il peut y avoir l'élégance, l'efficacité, la sincérité, tout en vendant. Je veux dire qu'il y a des camelots sur la place qui vendent des sachets avec plein de stylos, etc., qui sont tout à fait convaincus de ce qu'ils font. C'est leur métier d'être convaincus, de toute façon, au départ. Ils ont même pas le choix. C'est un métier d'être convaincu. Ouais, vous en êtes convaincu, vous, Daniel. C'est-à-dire que je suis convaincu de ce que je fais. Je dis pas que c'est génial, mais je sais que c'est en tout cas ce que je peux faire de mieux. C'est bien, oui, on peut le dire. Dans l'ensemble. Ça se tient. Il pouvait passer des heures en studio, obsédé par les détails, pour ne jamais se répéter et toujours offrir quelque chose de différent. Daniel veut faire des disques plus rock, plus électroniques. Ce sera le cas de l'album Vendeur de larmes. Vendeur de larmes, on l'a mis pour tout l'album. En fait, c'est une chanson de l'album aussi qui parle des chanteurs à la mode dont j'ose
pouvoir dire que je fais partie pour le moment. Oui, c'est vrai, Daniel, vous en faites partie. Et cela dit, vous en faites partie sans tomber dans la mode, sans faillir à la mode. Je sais pas, je le fais pas exprès, c'est un coup de chance. Ce que je dis, c'est simplement qu'il y a un système de chanteurs depuis quelque temps qui sont carrément les chanteurs de charme, ou les nouveaux chanteurs de charme, qui sont les chanteurs qui parfois chantent bien, et se force à chanter mal, comme le faisaient certains artistes au début des années 60. Je parle des artistes américains. Il y a par exemple un mec comme Bob Dylan, est un mec qui n'a jamais bien chanté, mais qui avait une couleur extrêmement particulière et une originalité forte, et puis surtout une manière d'écrire, voilà, etc., qui était extraordinaire. Et il se trouve que de presser ce genre de citron, c'est être aussi une forme de chanteur de charme, simplement chanteur de charme des années 80, et parfois je trouve ça un petit peu agaçant, c'est tout. À cette époque, Daniel Balavoine commence à se sentir à l'étroit. Il amorce un nouveau virage et travaille sans relâche dans son studio. Si mon frère était un chanteur public engagé, il était le même en privé. On l'a souvent résumé à ses coups de gueule, mais comme le raconte Michel Berger, il était surtout et profondément guidé par ses sentiments d'amour. C'était pas un caractériel, faut quand même pas exagérer. Hein. C'était pas des colères tout le temps. Une grande gueule. C'était une grande gueule. Tempérament. Ouais. Mais c'était quelqu'un de formidablement généreux et je crois que ça restera pour tous les gens qui l'ont connu quelqu'un d'extraordinairement généreux. Mais il avait aussi ce côté doux, pudique. Il aimait fort, mais il doutait aussi souvent. Et surtout, il était extraordinairement humble. Mais disons qu'on évite de prendre tout ce qu'on fait au sérieux, y compris les chansons dont moi je tiens personnellement absolument à ce que ça reste des chansons et non pas qu'on commence à dire que ce sont des œuvres, etc. Je veux dire qu'il faut quand même pas se tromper d'adresse. C'est-à-dire que les chansons sont des petites mélodies de 3 minutes. Qu'il faut savoir faire, c'est vrai. Dire ça, c'est une chance comme une autre de savoir les faire. Il y a des gens qui savent faire des meubles ou des sculptures ou qui savent programmer une machine IBM et d'autres qui font des chansons. Dire c'est pas comme Beethoven ou Chopin ou des choses comme ça où là on a affaire à des œuvres monumentales. Donc il faut rester raisonnable, être conscient de ce qu'on fait, du niveau où on est et essayer d'en profiter au maximum. En 1983, Daniel Balavoine sort son album Loin des yeux de l'Occident. Ce disque sera considéré comme le plus engagé de sa carrière. J'ouvre une parenthèse. Pour vous remettre dans le contexte, Daniel écrit ce disque après sa première participation au Paris-Dakar. Tombé en panne à la première étape, il suit le rallye comme touriste et il découvre ainsi l'Afrique. C'est un véritable électrochoc. Il prend conscience de manière extrêmement violente de la famine et de la pauvreté du continent. Dans cet album, Loin des yeux de l'Occident, il parle des femmes du tiers-monde, de la torture, de la drogue, ou encore des dictatures d'Amérique du Sud. Révolution! Mais surtout, il écrit dans ce disque un texte qui paraît, avec le recul prémonitoire qui est toujours pour nous d'une émotion extraordinaire, partir avant les miens. Et j'ai souvent souhaité de partir avant les miens, pour ne pas hériter de leur flamme qui s'éteint et m'en aller. J'ai fait le texte en fait très vite, c'était la dernière chanson de l'album que j'avais enregistrée et j'ai fait le texte en 1 heure. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là, ça faisait un ou 2 mois que je pensais à ça. Et alors il y avait à ce moment-là au studio, il y avait Andy Scott, le fidèle et ingénieur du son, il y avait Joe Hammer, le batteur, il y avait Robert Bialek, qui est mon producteur de spectacle, il y avait Geneviève Salama, qui est une de mes attachées de presse, et puis moi évidemment. Alors on se met dans le studio, on commence à chanter la chanson, et alors on les voit comme vous pouvez voir là, à travers la vitre, on voyait les gens en train de travailler, et je commençais à voir les têtes se baisser, parce qu'ils ne connaissaient pas le texte en fait, puisque je venais juste de le faire, je descendais de la chambre, et je disais bon on va le chanter tout de suite. Et alors,
C'est bizarre parce que c'était rigolo au bout du compte. Je commençais à voir Geneviève qui commençait à pleurer, tout le monde qui pleurait, tout le monde qui sortait du studio. Oui. Et à la fin, moi, je pleurais aussi. Je disais, mais arrêtez. Oui, mais je voudrais bien savoir quelle était la réaction de vos parents quand ils ont entendu cette chanson. C'est très curieux. Je crois qu'ils étaient contents, en fait. Je veux dire, parce que il faut pas voir les choses. Ah non, tout à fait. Mais enfin, c'est un test qui surprend. Quoi. C'est un peu dur parce que je crois que c'est sur scène qu'ils ont été le plus impressionnés. Ça leur a foutu un coup au cœur, mais c'est un bon coup, je dirais, parce qu'ils disent. Il est gentil, quoi, en fait, au bout du compte. Beaucoup plus gentil qu'on le dit. À cette même époque, Daniel Balavoine tient une chronique quotidienne sur l'une des nombreuses radios libres apparues en 1981. Chaque jour, il réagit à l'actualité au travers de billets d'humeur. Pour moi, la réussite dans la vie, c'est avoir chaque jour un comportement de plus en plus conforme aux idées que l'on prétend avoir. Daniel Balavoine. L'idée moteur de ma vie, c'est la liberté, et notamment la liberté d'expression. Rendez-vous très bientôt sur 95.2. Jérémy Balavoine, le fils de Daniel, né le 15 juillet 1984. L'homme né sans mémoire reconnaît les vœux qu'il veut, brise l'avenir et nous fait monter aux yeux les sanglots, le péché leur fait chaud. Dieu que c'est beau. Pour cet événement, Daniel Balavoine écrit « Dieu que c'est beau ». Ce sera d'ailleurs son premier titre à entrer dans le top 50 qui vient tout juste de naître lui aussi sur Canal+ et sur Europe 1. Mais l'année qui va marquer un gigantesque tournant dans sa carrière, c'est l'année 1985. Puisque toute la scène artistique internationale se mobilise pour des causes humanitaires. Bob Geldof crée le Band Aid et donne son double concert légendaire le 13 juillet en simultané à Londres et à Philadelphie. Un événement pour lutter contre la famine en Éthiopie. Daniel Balavoine fait partie de la délégation française qui assiste au concert londonien aux côtés de ses amis Michel Berger et France Gall ou encore Jean-Jacques Goldman. Mais en France, rien n'est organisé. Alors la troupe décide de lancer le concert des Chanteurs sans frontières aux côtés de Renaud. La représentation a lieu à La Courneuve le 13 octobre 1985 et Daniel Balavoine chante « Je marche seul » avec Jean-Jacques Goldman. C'est aussi en 1985 qu'il mûrit l'album « Sauver l'amour ». Cette année, il était arrivé avec son nouveau disque un espèce d'épanouissement total en ce qui concerne les textes. Moi, il m'a fait écouter son disque un petit peu avant qu'il sorte et il m'a expliqué qu'il était vraiment, c'est la première fois qu'il était vraiment heureux parce que c'était complètement ce qu'il avait envie de dire, comme il avait envie de le dire. Et je crois que ça se sentait quand on écoutait le disque. Ce 8e album est à nouveau, évidemment, un véritable succès. Comme toujours, Daniel chante avec une émotion intacte et une sincérité déconcertante. Cette sincérité, qui a guidé sa carrière mais aussi sa vie, est sans doute ce qui aura le plus touché le public. Petite rue de Casbah, au milieu de
il s'arrête. Je vais t'expliquer, c'est pas comme ça. Tu dis petite rue, c'est petite rue. Non, mais c'est parce que tu... 1, 2, 3. Quel mauvais directeur artistique, je crois pas. 1, 2, 3. Tu veux me faire une intro qui dure 2 heures encore? Alors, mais non, je te fais direct au chant. 1, 2, 3, 4. Petite rue de Casbah, au milieu de... Je peux pas le croire. Petite rue de Casbah, au milieu de Casa. Petite brune enroulée d'un drap court autour de moi. Si l'Aziza est considérée comme une chanson qui dit non au racisme, elle est principalement une chanson d'amour. Daniel l'a composée pour sa femme Corinne. Je sais pas, les tubes, c'est quelque chose dont il est difficile de parler. Je sais pas, c'est des coups de chance aussi. Hein. C'est des chansons qu'on écrit des fois plus vite que les autres. Il n'y a pas d'études particulières. L'Aziza, par exemple, est un texte porteur de choses spéciales en ce moment. Il s'attendrait à devenir apparemment un succès populaire. Je sais pas, je me pose pas de questions. Si j'en crois Coluche, en tout cas, l'après-midi sur Europe 1, on a beau faire, l'Aziza, contrairement à toutes les règles de programmation, ça passe cette semaine 2 fois par jour. Hein, 2 fois. C'est fantastique. Ça s'appelle du matraquage, donc ça lui plaît. À la fin de l'année 85, Daniel Balavoine reçoit même le prix de la chanson antiracisme pour l'Aziza, au nom de SOS Racisme. D'ailleurs, sur cet album Sauver l'amour, presque toutes les chansons soulèvent des questions sociales ou politiques. Quand on retrace son parcours avec précision, comme nous le faisons ici, on se dit que Daniel Balavoine était en avance. Il était à la fois profondément ancré dans son époque, mais aussi totalement précurseur. Destins extraordinaires. Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche. Avec la participation exceptionnelle de Guy, le grand frère de Daniel Balavoine. Épisode 4, la passion du Dakar. Janvier 1986. Daniel Balavoine a 33 ans. Son dernier tube, l'Aziza, est diffusé en boucle sur toutes les radios, en particulier sur Europe 1, où son ami Coluche le diffuse tous les jours dans son émission. L'Aziza, je te veux si tu veux le voir. Un tout petit peu moins bien que d'habitude. Je la sais bien, Ah oui, tu la sais. Quand je dis diffusé en boucle, c'est la vérité. Maryse Gildas, co-animatrice de l'émission de Coluche, se souvient même de certains jours où l'Aziza a été diffusée jusqu'à 4 fois par heure. Alors quand Balavoine sort l'Aziza, par exemple, il aime tellement l'Aziza, on l'a passé, vous voyez, pour les programmateurs qui n'étaient pas au courant, ça fait rien, je s'en foutais, on l'a passé après le générique, on l'a passé après la première série de pubs, on l'a passé au milieu, on l'a passé à la fin. 4 fois dans l'émission. Les programmateurs n'étaient pas au courant. Mais en ce mois de janvier 1986, Daniel Balavoine a autre chose en tête que la musique. En effet, il va retourner en Afrique sur les routes du Paris-Dakar. Daniel Balavoine, qui est intéressé par les sports mécaniques, est aussi un fou d'aventure et de grands espaces. Il s'est très vite pris de passion pour le Dakar. En 1982, après la 3e édition du rallye, il avait demandé à son attaché de presse de contacter le pilote et journaliste Jean-Luc Roy, dont il aimait lire les articles dans le magazine Auto Loisirs. Elle me dit, Daniel souhaite participer au prochain Paris-Dakar, donc 83, et il a lu vos papiers dans votre magazine, et ça lui a beaucoup plu, la manière dont vous relatez tout ça, il connaît rien, il souhaiterait vous rencontrer pour que vous en parliez. Est-ce que vous acceptez ? Je lui dis oui, bien sûr. Je lui dis, je le connais pas, mais j'aime bien ce qu'il fait, je suis touché par pas mal de ses chansons, donc je lui dis avec plaisir. Donc rendez-vous est pris, on se retrouve dans un petit restaurant dans l'ouest parisien, etc. Et puis comme d'habitude dans ces cas-là, on avait rendez-vous à 12h30, puis on s'est quitté, il devait être 18h. C'est quelqu'un qu'évidemment j'ai tout de suite adoré pour son franc-parler. Je pense qu'il m'a bien aimé pour ça aussi, parce qu'il m'a posé plein de questions très précises, également très pratiques sur le rallye. Je ne lui ai rien caché, je lui ai tout dit. Et ensuite, on s'est revus régulièrement. Il m'appelait en fonction de ses disponibilités et des miennes, parce que moi, je bougeais beaucoup aussi. Si Daniel a contacté ce spécialiste pour avoir des conseils sur le Dakar, c'est qu'un copain garagiste lui a proposé de participer à la prochaine édition.
Il avait eu quelques motos, petites motos parce qu'il n'avait pas les moyens, il aimait bien les voitures et quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il s'est acheté quelques voitures pas délirants comme aujourd'hui. D'ailleurs, il n'avait pas ces moyens-là, mais il avait quelques voitures un peu anciennes, sympas, voilà. Et puis il aimait bien ça surtout. Et je le répète, il n'avait jamais mis les pieds en Afrique, il était fasciné par l'Afrique, donc c'était l'occasion de découvrir à la fois une course, une aventure et l'Afrique. Guy Balavoine raconte comment son frère s'est lancé dans l'aventure Paris-Dakar. Daniel n'a aucune expérience dans les rallyes. Son copain non plus. De plus, Jean-Luc Roy l'avertit que sa voiture, une Datsun Patrol, n'est pas suffisamment bien préparée. Mais l'envie de Daniel de participer au Dakar est plus forte que tout. En janvier 1983, les deux novices se retrouvent sur la ligne de départ de la 5e édition. Certains ont reproché à mon frère d'avoir voulu se faire un coup de pub. Ce à quoi il a répondu « Je suis déjà assez connu comme ça là. Pour se faire de la pub, mieux vaut 1 minute 30 avec Mitterrand que 12 000 bornes dans le désert. » C'est pas une aberration qu'un chanteur parte faire une course comme celle-là. Bon, mais tout le monde connaît la réputation et l'organisation du Dakar, et c'est vrai que c'est un truc assez fascinant, mais ça n'a rien à voir avec un fantasme. C'est une envie de faire du sport, de faire une course, de savoir ce que c'est, l'amour des bagnoles, et puis la curiosité, l'envie de découvrir autre chose, l'envie de se mettre en difficulté aussi, c'est vrai, pas de se faire souffrir, mais simplement de se mettre en difficulté, de découvrir d'autres choses, d'autres gens. Je veux dire que j'ai la chance à 30 ans d'avoir certains privilèges, dont un c'est celui d'être connu, et ce qui fait que des gens sont intéressés aussi par le fait que je participe à ça, et donc ça me donne toutes les chances possibles de rencontrer un autre monde que le monde du show business, qui est toujours le même, toujours routinier. Comme Jean-Luc Roy l'avait prédit, les suspensions de la Datsun Patrol cassent dès la première étape. Daniel Balavoine et son copain garagiste devront ensuite se contenter de suivre la caravane du rallye comme accompagnants. Mais ce que mon frère découvre à ce moment-là de l'Afrique le marque terriblement. Daniel est confronté à la famine et la misère comme jamais peut-être il ne l'avait été. Malgré son abandon, il sait déjà qu'il reviendra sur le Paris-Dakar. Effectivement, Daniel rempile en janvier 85. Et cette fois, il fait équipe avec quelqu'un de bien plus chevronné, Jean-Luc Roy, devenu au fil du temps un très bon ami. Cette année-là, le rallye est très médiatisé, en raison peut-être de la notoriété de certains concurrents. Outre Daniel, l'acteur Claude Brasseur, ainsi que Caroline et Albert de Monaco participent à cette nouvelle édition. Au départ de la course, des centaines de milliers de personnes sont là pour les saluer. Mais là, on était pratiquement 600 concurrents quand on est parti de la place d'Armes de Versailles. C'était une marée humaine, c'est-à-dire que devant le podium, et d'ailleurs je lui avais laissé le volant à quelques mètres du podium, on a des impulsions, comme ça je lui dis allez, prends le volant, ça tu t'en souviendras toute ta vie. Et donc du coup, moi j'étais pilote, il était copilote bien sûr, mais il a eu le plaisir de monter sur le podium, de descendre, et devant nous il y avait 1 million de personnes. Et ensuite on est descendu donc par la Nationale 20 jusqu'à 7 pour prendre le bateau, et c'était incroyable quoi. C'était un mélange de Tour de France, de 14 juillet, de tout ce que vous voulez. Au fil des jours et des étapes, Daniel Balavoine se révèle être un excellent copilote, très professionnel. Comme dans tout ce qu'il faisait, Daniel travaillait le sujet à fond, c'est-à-dire qu'il travaillait sur l'itinéraire de l'étape à venir le lendemain. Donc il tirait tout. À l'époque, on avait des caps, c'était quand on n'avait pas de GPS, on n'avait rien. Sûr, oui. Donc on tirait des caps sur des cartes. Et puis il écoutait le briefing tous les matins. Enfin, il avait acheté des cartes plus détaillées. Pour Jean-Luc Roy, faire équipe avec lui a été une aventure humaine intense. On était dans notre petite tente tous les deux. Il me faisait écouter de la musique en me disant tiens, écoute ça. C'était devenu un très très bon copain, puisque bien sûr entre 82 et 85 on s'est beaucoup vu. Bien sûr qu'il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne. Bien sûr on a le temps. Le Dakar, j'avais déjà bien sûr eu l'occasion d'en faire d'autres avec François-Xavier Baudet qui était journaliste à l'équipe. Et vous savez au Dakar, quand le courant passe, c'est très fort et ça ne s'oublie jamais. C'est-à-dire que ça dure toute la vie. Ils finissent la course avec un classement honorable au général, même si le duo a connu parfois des moments difficiles. C'est vrai, peut-être encore plus valable pour nous, on nous tape tellement dans le dos toute l'année en nous disant qu'on est des génies, à part ceux qui nous aiment pas, que là, quand on est comme un con au milieu des dunes, on se dit, le génie, c'est
Je veux dire que cette année, c'était particulièrement folklorique. Les chiffres parlent tout seuls. Hein. Ah oui, combien à l'arrivée ? Je crois qu'on est parti 350 voitures, 150 motos et 60 camions. On est arrivé 70 ou 80 voitures, dont seulement 30 classées, je crois 32 classées. Dans la vôtre, vous êtes arrivé combien ? On a terminé 30e juste dans les classés. Juste dans les temps. Ce que Daniel voit sur les routes du Paris-Dakar renforce sa volonté d'aider des populations dans le besoin. En revenant en France, il met en branle plusieurs actions caritatives. Une avec le créateur du rallye Thierry Sabine, Paris-Dakar, Paris du Cœur. Une autre avec la complicité des écoliers, Action École. Je vais en Afrique pour faire un certain nombre de choses cumulées. On va partir avec des camions, déposer un certain nombre de choses là-bas pour une opération dont l'idée est venue de Thierry Sabine et dont on s'occupe maintenant. Et puis pour une autre opération qui s'appelle Action École. Pour l'Éthiopie. Non, l'Éthiopie, non, on dit toujours l'Éthiopie, c'est pour l'Afrique, c'est pour le pays sahélien. Et puis voilà, il y a Michel Berger, France Gall qui sont aussi là-dedans, Richard Berry, Christine O'Krent. Il y a plein de gens pour cette opération école, et moi je serai en Afrique et je ferai en fait des reportages là-bas pour les écoliers en France. Ces actions ont pour but de récolter des denrées alimentaires et des fonds pour faire installer plusieurs pompes à eau dans des villages du Mali, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Chargé de superviser l'initiative, Daniel veut profiter des camions et de la logistique du Dakar. C'est pourquoi il prévoit d'y retourner en 1986, mais pas en tant que participant cette fois, en tant qu'ambassadeur humanitaire. C'est simple, on a des camions, on a des pompes à pédales, des pompes d'irrigation. On propose à des organisations d'aller leur porter sur le terrain pour qu'ils puissent les installer. Je vais en Afrique pour assister à la première installation à Agadez d'une pompe solaire qui est toute nouvelle. Je vais suivre 2 ou 3 jours. Ensuite, je vais vivre ma vie d'égoïste pendant 3 jours avec Thierry Sabine parce que j'ai fait le rallye et je veux le voir du dessus. Et je repars 3 ou 4 jours encore dans les camions pour aller de site en site là où on déposera les pompes. Et ça fera en même temps, ça nous donnera la possibilité d'avoir un contact radio avec les mômes justement ici pour leur dire voilà ce qu'on est en train de faire, voilà un exemple de ce qui peut se faire, qui est autre chose que la charité. C'est un peu une découverte qu'on va faire, hein, parce que je suis pas reporter de métier, mais je raconterai les choses que je vois, je raconterai la satisfaction des gens qui auront reçu tout ça. En décembre 1985, Daniel Balavoine fait le tour des médias pour évoquer son projet. On l'entend dans Studio 1 de Michel Drucker sur Europe 1. Il se rend également sur le plateau de C'est encore mieux l'après-midi, la quotidienne de Christophe de Chavannes sur Antenne 2. Il enregistre aussi un petit spot destiné aux enfants et diffusé notamment dans l'émission jeunesse de Dorothée, Récréa 2. Moi, on peut dire que je suis riche, je fais partie d'une classe relativement privilégiée et en dehors de mon activité privée, de ce que je fais de mon argent qui ne regarde personne parce que j'ai pas à m'acheter de bonne conduite avec ça, le reste, ça ne me coûte que de l'activité. C'est vrai que dans tout le temps que j'ai à travailler en ce moment, et je travaille énormément, c'est vrai, il a fallu qu'on passe une journée à tourner des émissions de télé, il a fallu qu'on aille voir des reportages d'information, il faut qu'on fasse des émissions de radio, il va falloir que certains d'entre nous aillent dans les écoles, il faut qu'on fasse des interviews que pour ça, il faut qu'on en parle, ça prend de notre temps, on a besoin d'être riche d'énergie, riche de volonté. Avant de partir en Afrique, Daniel Balavoine bouscule une fois de plus les consciences. Il n'y a pas d'héroïsme, je veux dire, c'est simplement qu'on s'est aperçu, et on aimerait bien que les gens s'en aperçoivent en même temps que nous d'ailleurs, que finalement c'est assez facile de s'en occuper, c'est pas tellement compliqué. Il suffit de le vouloir, et c'est pas un gros sacrifice. Je comprends que les gens soient agacés par les quêtes, les charités, les machins, tout ça, en plus c'est agaçant, et pour les gens d'ici, et en plus ça manque de dignité pour les gens de là-bas. Mais par contre, de faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, et notre survie dépend aussi de la survie des pays du tiers-monde. Il en agace peut-être certains, mais en fascine beaucoup d'autres, même s'il aime marteler, comme dans l'une de ses plus célèbres chansons, qu'il n'est pas un héros. Destins extraordinaires. Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche. Avec la participation exceptionnelle de Guy, le grand frère de Daniel Balavoine. Épisode 5. Daniel Balavoine, l'Éternel.
L'édition 1986 du Dakar commence le 1er janvier. Partis de Versailles, les concurrents franchissent ensuite l'Algérie et le Niger. Daniel Balavoine, lui, arrive en Afrique une semaine après le coup d'envoi de la course. C'est le 8 janvier qu'il retrouve tous ses copains du Dakar, dont Jean-Luc Roy. Aucun des deux amis ne participe au rallye cette année-là. Jean-Luc Roy est là, lui, pour recueillir quotidiennement les impressions de Thierry Sabine, le créateur et l'organisateur du rallye, en vue de l'écriture d'un livre. Il arrive à trouver un créneau dans son emploi du temps qui est très chargé, puisque là, il vient de faire tout un tas de disques et de tournées qui ont été encore plus populaires. Et donc, en fait, il est très demandé, mais il veut absolument aller lui-même sur le terrain. Et il arrive, pour être précis, à Agadez. Donc, il arrive, c'est le 9 ou le 10 janvier. Moi, cette année-là, je suis là uniquement pour écrire justement un bouquin. Je ne suis pas concurrent. L'édition 1986 du Dakar est encore plus mouvementée que les autres. Les conditions météo sont souvent épouvantables. Le 8 janvier, jour de l'arrivée de Daniel Balavoine sur place, le pilote de motocross Jean-Michel Baron glisse dans un trou d'une route goudronnée et tombe dans le coma. Des coureurs chutent, d'autres se blessent, certains se perdent. C'est le cœur lourd que Daniel Balavoine inaugure la première pompe à eau de son opération à Agadez au Niger. Si cette première pompe est posée sans encombre, la suite de l'opération Paris du Cœur est moins évidente. Le 14 janvier, au Mali, les autorités bloquent les camions de l'opération Paris du Cœur. Daniel Balavoine doit longuement négocier avec elle et il prend du retard pour rejoindre ses amis Jean-Luc Roy et Thierry Sabine qui se trouvent au point d'arrivée de l'étape du jour. Les concurrents arrivent, mais toujours pas de Daniel. Thierry Sabine, lui, n'en a pas fini avec ses obligations sur place. Il doit donner le coup d'envoi d'un match de football local. Puisque Daniel Balavoine n'est pas encore arrivé, Thierry Sabine propose à Jean-Luc Roy de monter dans son hélicoptère pour prendre la direction du bivouac à Bamako. Jean-Luc Roy, qui a pris l'habitude sur ce Dakar de se déplacer librement avec son petit avion, un Twin Otter, eh bien il préfère décliner la proposition. Je lui dis, écoute, moi je monte avec toi avec plaisir, mais j'ai plus de raison de le faire. Et il me dit, ah bon, tu crois que je peux proposer à quelqu'un ? Je lui dis oui, je lui dis, t'avais proposé à Daniel et puis de l'emmener en hélico là, puisqu'il n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Il voulait faire son baptême. Exactement. Jean-Luc Roy salue Thierry Sabine et s'apprête à prendre une pirogue pour retrouver son Twin Otter. Et là, le premier que je vois, c'est Daniel, avec Nicolas Mathieu, qui est son assistant, qui le suit dans toute cette opération, qui est toujours un ami. Et Daniel me dit, ça t'emmerde pas et tout. Je lui dis, je m'en fous, moi je suis déjà monté, je monterai encore. Je lui dis, si Thierry te le propose, vas-y, quoi. Cette année-là, Thierry Sabine n'est pas avec son pilote habituel, qui s'était blessé lors du rallye 1985. Pour le remplacer, il a choisi le jeune François-Xavier Bagnoux, sauveteur de 24 ans, novice sur le Dakar, mais très expérimenté dans les opérations en haute montagne. Il est près de 18h, la luminosité baisse. François-Xavier avertit Thierry qu'ils ont déjà pris assez de retard et qu'il faut décoller au plus vite. Moi, je les accompagne à l'hélico et puis on continue à raconter des conneries, comme d'habitude. Moi, je ferme la porte de l'hélico. Daniel a l'air heureux à ce moment-là de faire son il est fou de joie. Il est fou de joie. Vous savez, dans ces conditions-là, c'est chacun pour soi, je dirais. Chacun a ses impératifs, chacun a ses moyens de locomotion. On n'est pas toujours tous ensemble. Puis il y a beaucoup de monde sur le rallye. Donc, Daniel, on dit, on se retrouve à Bamako avant que tu repartes, puisque lui, de Bamako, il doit reprendre un avion pour rentrer en France, parce qu'il a des impératifs. Donc, on se quitte en fait là-dessus. À vrai dire, il était déjà un petit peu tard quand il est parti. Mais il pensait couper directement, éventuellement ne pas toujours suivre la piste et arriver sur Gourma. En fait, il avait aussi de bonnes raisons pour partir aussi tard, car il avait organisé pour les Maliens, à Gao, une compétition de football et il remettait la coupe de TSO à l'équipe qui avait remporté cette compétition. C'est dire pourquoi était avec lui Nathalie Audan, cette jeune journaliste du Journal du Dimanche, et pourquoi aussi Daniel Balavoine qui avait voulu voir comment les choses se passaient. C'est pourquoi aussi Daniel Balavoine était avec lui et c'était d'ailleurs pour Daniel Balavoine son baptême de l'air en hélicoptère. Les conditions météo seront de pire en pire pour tout le monde. Pour Thierry et Daniel dans l'hélico, comme pour Jean-Luc Roy dans son Twin Otter
qui décide au dernier moment de suivre les concurrents et de prendre la direction de Tombouctou. Nous, on décolle le plus vite possible, 5-10 minutes après, avec notre Twin Otter. Mais on se dit, dans notre petit avion, où on est 5-6 journalistes, on va être au contact du rallye. Là aussi, c'est des impulsions. Puis on va passer, nous, au lieu d'aller nous mettre dans le grand hôtel de Bamako, on va encore vivre l'aventure à Tombouctou, et puis le lendemain, on vole. Alors, le hasard fait que quand on est en l'air, on voit bien sûr que le sol disparaît totalement dans la pénombre, d'une part. Nous, on voit encore le soleil, on n'est pas très haut, mais on voit que tout le sol et surtout que le vent de sable n'a pas cessé. Et on se dit, l'hélico a été obligé de se poser parce qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Ils sont donc partis, et puis à 20 km de l'arrivée, la nuit était trop noire, le vent redoublé, alors ils se sont posés sur le bord de la piste. Et ils ont demandé à des concurrents qui passaient de prévenir l'arrivée, afin qu'on envoie des voitures pour venir les chercher. Ils pensaient rentrer en voiture, laisser l'hélicoptère là, c'était vraiment la sagesse, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis malheureusement, quelqu'un sans doute dans l'équipe a trouvé une bonne idée, c'est-à-dire de suivre une voiture qui avait des phares allumés, et de voir ainsi la piste et d'aller jusqu'au bivouac de cette manière. C'était peut-être une bonne idée, mais sur la zone plate, et encore c'était un peu dangereux. Surtout que le vol de nuit, avec un hélicoptère qui n'est pas équipé pour le vol de nuit, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vers 19h, l'hélicoptère finit par heurter une dune. Les 5 occupants sont morts sur le coup. Thierry Sabine, le fondateur du Dakar, 36 ans, François-Xavier Bagnoux, le pilote, 24 ans, Nathalie Audan, journaliste au Journal du Dimanche, 25 ans, Jean-Paul Le Fur, technicien radio, 35 ans, et mon frère, Daniel, artiste, 33 ans. À l'arrivée de la deuxième spéciale, il fait nuit, un concurrent, le numéro 347, Charles Belvez, arrive bouleversé. J'ai vu, dit-il, les feux de position d'un hélicoptère passer au-dessus de ma voiture. J'ai ensuite entendu un grand bruit, je me suis arrêté, j'ai vu des débris. Aussitôt, nous remontons la piste en sens inverse avec le témoin. Au kilomètre 11, à 50 mètres à droite de cette piste, au sommet d'une dune, nous découvrons dans nos phares les débris d'un hélicoptère. L'appareil a volé en éclats et autour, 5 corps désarticulés. Celui de Daniel Balavoine, du pilote, du radio Jean-Paul Le Fur. Plus loin, ce sont encore 2 autres cadavres, celui de Thierry Sabine et de Nathalie Oden, journaliste au Journal du Dimanche. C'était son premier Dakar. Apparemment, ils ont été tués sur le coup. L'hélicoptère n'a pas brûlé. Il s'est simplement disloqué en heurtant une dune d'une trentaine de mètres de haut, le seul relief après 150 km de plat. Dans la nuit, les 5 corps ont été ramenés au dispensaire du village sur les bords du Niger. Gourmaraout, Gérard Joigny, Europe 1. Sur place au Mali, c'est la stupéfaction pour les participants et les organisateurs du Dakar. Il y a tellement de nouvelles fausses qui circulent sur le Dakar, tout le temps, que j'avoue que moi, le premier, je me laisse un petit espoir en me disant « Non, ça doit être des conneries, c'est peut-être un autre hélico qui est tombé, du rallye. Comment cet hélico-là a pu tomber, quoi ?» Et puis encore une fois, je l'ai quitté la veille au soir, hein. Je sais où ils allaient, je sais... Et puis malheureusement, la nouvelle revient en boucle sur RFI, et là on est atterrés. Les journalistes n'en reviennent pas. Ils sont en pleurs. Tout comme les concurrents du Dakar qui décident d'annuler l'étape du lendemain. Moi j'y pense tous les jours, hein. C'est ce que je dis, c'est évident. Hein. Là aussi l'expression est galvaudée, mais parfois on touche du doigt le fait que ça aurait pu s'arrêter là. Et on en a conscience ou on n'en a pas conscience. Bon, moi j'en ai malheureusement bien eu conscience et je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas moi. En fait, honnêtement, c'est pas de la persécution, mais moi c'était déjà mon 5e Dakar. J'en ai fait 14 au total. Donc il y a un moment, on sait les risques qu'on prend, on les accepte totalement. Parler d'injustice, c'est un lieu commun là aussi, mais si, c'était profondément injuste. Ouais. Ce n'est que le lendemain matin, 15 janvier 86, que les Français apprennent la nouvelle. À la radio comme à la télévision, les voix tremblent. Les journaux du soir évoquent un drame du désert.
Mais pour moi, c'était bien plus qu'un drame. J'ai perdu mon petit frère. Michel Berger, ça doit vous faire quelque chose, vous qui étiez avec France Gall, l'ami, le plus proche ami intime de Balavoine. Oui, comme vous le dites, ça fait quelque chose. Oui. Non, ce qui fait quelque chose, c'est qu'on a l'impression, sans parler des rapports d'amitié, que c'est quelqu'un d'important là qui est mort. Bien qu'il soit jeune, vous savez, quand on a un certain âge, c'est plus facile de faire penser qu'on est important. Mais je crois qu'il avait 34 ans, 33 ou 34 ans. Et c'était quand même quelqu'un de très important, parce qu'il était déjà le modèle d'une manière de vivre et d'une manière de chanter qui était très particulière. Pendant que la télévision rediffuse les grands moments de sa carrière, ses concerts, ses colères et ses rires, ses amis de la chanson, bien que sidérés, acceptent de réagir. Michel Berger a perdu un ami, Hallyday et Goldman aussi. Daniel était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je le considère comme un grand compositeur, un grand musicien. Il m'avait un jour téléphoné en me disant qu'il avait écrit une chanson pour moi. J'avais écouté la chanson, j'avais trouvé ça bien et puis j'avais enregistré cette chanson. C'était « Je ne suis pas un héros ». Je considère qu'il a fait avancer énormément de choses dans la musique en France. Parce que c'est quelqu'un qui recherchait toujours des harmonies nouvelles, des sons, des styles différents. Enfin, son dernier disque le prouve, il cherchait toujours quelque chose de nouveau. La mort est bête, mais là c'est vraiment bête. Et il faut pas oublier non plus qu'il allait être au papa bientôt, puisque sa femme attend un bébé, et je crois que c'est très triste. Et je crois qu'on aura perdu quelqu'un dans ce métier, dans la musique, quelqu'un d'exceptionnel. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Lorsque la nouvelle tombe, Michel Drucker est sur le point de présenter son émission Studio 1 sur Europe 1. Ce jour-là, son invité est justement un bon ami de Daniel Balavoine, le chanteur Renaud. C'est fou ce qui est arrivé. Enfin, c'est dans les jours et les mois qui viendront qu'on va s'apercevoir à quel point la présence de Daniel manquera. Accident d'hélicoptère, il était parti. Lui, il n'était pas parti pour, il est parti pour la bonne cause. Il était parti pour aider les populations. Il n'était pas parti disputer le rallye. C'est une tragédie qui nous laisse un petit peu muets d'émotion. Parce que Daniel, je le dis et je le répète, avait une présence, un charisme. Il prenait de la place, hein, Daniel. Hein. Quand il parlait, on l'entendait. C'était quelqu'un qui occupait une place particulière dans notre univers. Et moi, en tant que journaliste et homme de radio, de télévision, je dois dire que Daniel est quelqu'un qui nous a laissé que des souvenirs exceptionnels. Et vous, Renaud, vous l'avez appris aussi en même temps que nous, pratiquement? Oui, c'est pareil comme Michel, on est muet. Moi, je suis planté, je suis pas balèze pour les hommages à chaud comme ça au moment où on prend cette baffe en pleine gueule. Je veux dire, la vie qu'on vit nous, je veux dire, dans ce pays, dans ce monde assez privilégié en tant qu'artiste en tout cas. On est heureux, puis de temps en temps on prend des coups de poignard dans le cœur comme ça qui laissent des cicatrices qui refermeront jamais, quoi, je veux dire. Et je pense à la phrase de Frédéric Dard quand il a perdu quelqu'un qui lui était cher. Il avait dit si j'avais su que je l'aimais tellement, je l'aurais aimé davantage. Le plus bel hommage rendu à Daniel à sa disparition vient peut-être de cet enfant anonyme. Cet enfant qui, la voix tremblante, a lu un texte écrit avec ses camarades et professeurs. Cet enfant qui, comme 300 000 autres, avait participé à l'opération Action École que mon frère avait mis en place. Pendant quelques jours, Daniel Balavoine sera servi à toutes les sauces, affublé de qualités qu'il se défendait d'avoir, d'une franchise qu'il honorait après avoir dérangé.
Et à coups d'imparfaits injurieux, de détails impudiques et de larmes artificielles, ils banaliseront l'artiste, détruiront le mythe, effaceront la trace, instaurant l'indifférence. Pourtant, je n'oublierai jamais que cette voix aiguë et cassée qui à tout jamais est sienne fut l'écho de ces idées gênantes et pleines de vérité qui désormais sont miennes. Je souhaite que cet homme qui voulait mourir pauvre pour ne rien regretter entre par la grande porte, quelle que soit sa destination. Encore un immense merci à lui qui m'a appris à dire ce que je pense et même à l'écrire. Daniel est parti comme il a vécu, vite, intensément, mais sa voix si vibrante, si profonde, elle est éternelle. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout, une minute de silence. Ce qu'il reste, c'est tout de ces deux cœurs immenses et de cet amour fou. Et fais si tu y penses, en souvenir de nous, une minute de silence. Avec la disparition de Daniel Balavoine, l'Aziza, cet hymne à la tolérance et à la liberté, trouve une résonance très particulière. D'ailleurs, les actions de Daniel Balavoine continueront après sa disparition. Guidés par sa volonté, ses proches ont créé l'association Daniel Balavoine qui, dans les 2 décennies suivantes, implanteront 50 pompes à eau supplémentaires en Afrique. Aujourd'hui, même ceux qui n'étaient pas nés de son vivant connaissent ses chansons. Ce n'est pas pour rien que ces textes résonnent encore 40 ans après sa disparition. C'est parce qu'ils ont ce côté universel et intemporel. C'est aussi l'avis de ces musiciens, Alain Pesner et Patrick Bourgoin. Ces textes, ces chansons, de par leur construction, de par les mots très très forts, le message que les textes délivrent, c'est complètement d'actualité. On est 40 ans après. Il y a une vidéo qui court, qui est vraiment connue de tout le monde avec François Mitterrand, où Daniel l'interpelle violemment. Et c'est d'actualité, on change de président, et malheureusement, j'aimerais que dans 10-15 ans, il n'en soit plus de même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Daniel Balavoine voulait qu'on regarde le monde en face, tel qu'il était, et qu'on choisisse malgré tout d'aimer et de rester optimiste. C'est pour lui rendre cet hommage que Guy Balavoine a monté, avec des chanteurs de talent de la jeune génération et ses anciens musiciens, le spectacle Balavoine ma bataille, qui reprend ses plus grands titres. Comme je le dis sur scène, je ne pleure pas son absence, je célèbre sa présence, la présence d'un artiste engagé, ouvert au monde, libre, la présence aussi de mon petit frère, que je n'ai jamais cessé d'aimer. Incarnation, Omblin Roche, avec la participation exceptionnelle de Guy, le grand frère de Daniel Balavoine. Écriture, Julien Pichenet et Clara Léger. Réalisation et direction artistique, Sébastien Guidis et Julien Tarot. Production, Clara Léger. Promotion, Jamal Lassieri. Diffusion, Clara Léger. Documentation, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements, Guy Balavoine, François Troller, Pierre-Nicolas Cléré, Arthur Dubuc, Maryse Gildas, Alain Pesner, Patrick Bourgoin, Jean-Luc Roy, Grégoire Collard. Retrouvez tous les épisodes de Destins extraordinaires consacrés à Daniel Balavoine sur le site, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.